Face à la hausse des prix des carburants et aux tensions sur l'énergie, cette audition met la ministre Maud Bréjon face aux sénateurs pour répondre aux inquiétudes et aux choix du gouvernement. Pour soutenir Hémicycle, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Mes chers collègues, bonjour. Je vous propose de commencer notre réunion avec l'audition de Madame la ministre Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée chargée de l'énergie. Des collègues vont bien sûr nous rejoindre, mais comme nous avons à partir de 18h30 un vote solennel avec les explications de vote et le vote solennel dans l'hémicycle, on va essayer de tenir le timing et je remercie Madame la ministre parce qu'elle a accepté, dans son emploi du temps très contraint également, d'avancer d'un petit quart d'heure, ce qui est toujours ça de prix, Madame la ministre. Donc en tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette enceinte de la salle de réunion de la Commission des affaires économiques. C'est la première fois, bien évidemment, que nous vous recevons dans le cadre de la Commission depuis votre entrée au gouvernement. Cette audition intervient 2 mois après le début de l'offensive contre l'Iran qui a provoqué, selon l'Agence internationale de l'énergie, la pire crise énergétique que le monde ait connue. En effet, ce conflit a notamment conduit à la fermeture du détroit d'Ormuz, le fameux ou le fichu détroit d'Ormuz, comme l'a rappelé le président de la République, qui constitue une artère vitale pour l'économie mondiale, puisque d'ordinaire, 20% des approvisionnements en pétrole et en gaz y transitent, ainsi que de nombreux sous-produits, notamment pour l'agriculture, comme les engrais. Les conséquences pour notre pays sont hélas tangibles. Tout d'abord, ces 2 derniers mois, le prix du litre d'essence a augmenté de 15% et celui du litre de diesel de 34%, franchissant tous deux la barre symbolique des 2 €. Un léger reflux a été constaté au début du mois d'avril, mais les prix à la pompe, vous en conviendrez, restent particulièrement élevés, ce qui met en difficulté nombre de particuliers et de professionnels n'ayant pas d'alternative pour se déplacer. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures, comme le prêt flash carburant ou encore des plans d'aide à destination des transporteurs routiers et des grands rouleurs aux revenus modestes. Il a aussi envisagé d'encadrer les marges des distributeurs de carburant sans mise en œuvre pour le moment. Le bénéfice attendu en serait d'autant plus limité que la France importe un large volume de produits raffinés, notamment d'Anvers, où Total a sa principale raffinerie en Europe. Seule la partie finale de la chaîne de valeur est contrôlable par le gouvernement français. Y a-t-il d'ailleurs vraiment des abus ? Quels sont les outils du gouvernement pour y mettre fin et peser sur les prix à la pompe ? Par ailleurs, la France et la trentaine de pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont débloqué, il y a 1 mois et demi, une petite partie de leurs réserves stratégiques de pétrole pour juguler la hausse du cours du baril. Madame la ministre, pourquoi la France n'a-t-elle pas souhaité puiser davantage dans ses réserves ? Plus largement, le gouvernement a-t-il établi une doctrine en la matière ? Et si oui, quelle est-elle ? Le second sujet que je souhaiterais aborder dans ce propos liminaire est celui des finances publiques et du plan d'électrification annoncé par le Premier ministre. En raison de l'envolée des prix de l'énergie, je rappelle à cet égard que le prix du gaz augmentera de 15% à compter du 1er mai. Le gouvernement a légèrement diminué sa prévision de croissance pour cette année. Pour compenser le coût de la guerre, le Premier ministre a annoncé 6 milliards d'euros de gel de dépenses qui pèserait sur l'État à hauteur de 4 milliards d'euros et sur la sécurité sociale à hauteur de 2 milliards d'euros. Dans ce contexte, comment le gouvernement compte-t-il financer les 10 milliards d'euros promis chaque année jusqu'en 2030 pour le plan d'électrification ? Les 4,5 milliards d'euros annuels supplémentaires seront-ils financés par les seuls C2E ? Je rappelle que le fonctionnement et les résultats de ce dispositif sont critiqués à la fois par la Cour des comptes, mais aussi par l'Inspection générale des finances,
En outre, on le sait, le coût des C2E est répercuté sur les factures de l'ensemble des consommateurs, à commencer par le prix à la pompe, quel que soit leur niveau de revenu, ce qui révèle une forme d'injustice sociale. Voilà, Madame la Ministre, les deux principaux sujets que je souhaitais aborder avec vous. Bien évidemment, mes collègues ne manqueront pas de compléter à la suite votre intervention liminaire. Je vous cède très volontiers la parole et je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion en direct sur le site internet du Sénat. Et après, Madame la Ministre, nous prendrons les questions 3 par 3, comme on a l'habitude de le faire ici en commission, pour que vous puissiez répondre par étapes et que vous ne soyez pas noyés sous un flot de questions. C'est à vous. Bien, merci beaucoup Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tenterai d'être la plus concise possible, notamment dans mes réponses, pour ne pas empiéter sur le vote du projet de loi transport de mon excellent collègue Philippe Tabarot. Cela fait maintenant 2 mois que j'exerce mes fonctions de ministre délégué chargé de l'énergie. 2 mois, vous l'avez dit Madame la Présidente, marqués par un conflit au Moyen-Orient, 2 mois de crise géopolitique et énergétique qui nous rappellent chaque jour que notre dépendance aux énergies fossiles importées, en particulier au pétrole et au gaz, est bien trop importante. Je souhaite donc que cette audition me permette de vous présenter le plus précisément possible les derniers éléments d'actualité en termes de prix de l'énergie, mais également de sécurité d'approvisionnement, sujet qui questionne légitimement nos concitoyens. Je voudrais aussi revenir sur les aides sectorielles ciblées mises en place par le gouvernement, sur la manière dont elles sont financées et sur l'objectif visé par ces dernières. Enfin, je souhaite également pouvoir présenter les grands défis énergétiques qui constituent ma feuille de route pour sortir de la crise, mais aussi pour faire face aux crises similaires qui pourraient survenir. Nous avons besoin d'une politique énergétique de long terme pour sortir des énergies fossiles. Je commence par les répercussions de la crise au Moyen-Orient. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont déclenché une intervention militaire en Iran. Vous le savez, opération dont les conséquences ont généré un choc sur les marchés de l'énergie, les marchés financiers et plus largement sur l'économie mondiale. L'hypothèse d'une crise passagère dont les conséquences économiques s'effaceraient immédiatement est désormais malheureusement écartée. Depuis quelques semaines, et notamment après les attaques des infrastructures énergétiques, il est devenu clair que cette guerre aura des conséquences plus durables et que le jour où cette guerre s'arrêtera ne sera pas nécessairement le jour où les conséquences de cette guerre s'arrêteraient. Aujourd'hui, 30 à 40% des capacités de raffinage dans le Golfe sont affectées. Certaines sont à l'arrêt pour plusieurs semaines. D'autres ont été détruites. Vous connaissez aussi bien que moi la situation. Le baril de Brent a bondi dans les premiers jours de crise, en passant de 70-72 $ le baril à un pic supérieur à 115 $ le baril le lundi 9 mars au matin. Il a évolué au gré des annonces internationales, je ne vais pas y revenir, et se situe désormais autour de 100 $ le baril depuis l'annonce du cessez-le-feu. Ces variations des prix à la pompe ne sont pas anormales dès lors qu'elles reflètent les évolutions des cours sur les marchés internationaux. Mais nous devons être attentifs à ce qu'elles reflètent fidèlement sans que qui que ce soit en tire avantage dans la situation. Si les prix augmentent lorsque les cours augmentent, ils doivent baisser lorsque les cours sont à la baisse. C'est du bon sens. Pour nous en assurer, nous surveillons quotidiennement l'écart entre le prix des produits raffinés sur les marchés internationaux et le prix des carburants à la pompe. Nous sommes attentifs à ce qu'il n'y ait pas d'abus et que les marges restent à leur niveau d'avant-crise. Nous réunissons régulièrement les distributeurs de carburant pour échanger avec eux sur la situation des prix et pour nous assurer que les marges restent à leur niveau, là encore, d'avant-crise. Je suis aussi attentive à l'évolution des marges des raffineurs qui ont effectivement augmenté en tout début de crise, en particulier pour le diesel et le kérosène. Il faut cependant rappeler plusieurs choses. La moitié du diesel vendu en France est importé. Les marges de raffinage sont donc en partie localisées en dehors du territoire français. Le marché des produits raffinés est mondial. Il faut donc une réponse
coordonnée. Quoi qu'il en soit, c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut regarder, pas uniquement la station-service, mais l'intégralité de la chaîne de valeur. Nous avons écrit à la Commission européenne à ce titre pour demander une enquête sur le suivi des marges du raffinage, avec mon collègue Roland Lescure il y a déjà plusieurs semaines. Les hausses de prix proviennent de la baisse des capacités de production mondiale de carburant, chacun le sait. Un autre levier d'action que nous activons est donc de mobiliser au maximum de leur capacité les outils de production présents sur le sol français. Sur le seul secteur amont en France, nous avons 6 raffineries, vous le savez. Ces usines sont des atouts de résilience pour notre approvisionnement. Nous raffinons localement la quasi-totalité de l'essence consommée sur notre territoire et la moitié du diesel consommé. Au mois de mars, nous avons donc écrit aux raffineurs pour leur demander s'il était possible d'augmenter leur production. Un certain nombre de raffineries l'ont fait, c'est une bonne chose, ça permet de détendre les contraintes sur les volumes. J'en profite pour répondre, Madame la Présidente, à votre question sur les stocks stratégiques. Vous savez que nous avons 100 millions de barils de stocks stratégiques, plus de 3 mois de stocks. Moins de 2% des stocks stratégiques ont été libérés à l'heure où on se parle, 1,7 million de barils sur les 100 millions de barils au total, avec un choix qui est clair. Nous libérons de manière extrêmement ponctuelle lorsque nous faisons face à des difficultés sur les volumes et à des difficultés d'approvisionnement. Ça a été le cas notamment durant le week-end de Pâques, vous vous en rappelez, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Environ 4% des stations ont une difficulté sur au moins un carburant, ce qui correspond en réalité à la situation normale en temps de paix entre 3 et 4%. Un point sur les prix du gaz. Celui-ci a quasiment doublé entre fin février et fin mars, en passant d'un prix spot de 32 € le mégawattheure à 70 € le mégawattheure. Le prix est désormais retourné à un niveau un peu plus correct, si vous me permettez cette expression, 38 € le mégawattheure. Cette baisse devrait donc logiquement être répercutée dans les prix recommandés de vente de gaz qui seront publiés par la Commission de régulation de l'énergie pour le prochain mois. Là encore, ça reste à confirmer, mais après avoir eu un indice à la hausse, on devrait avoir un indice à la baisse. Je veux être rassurante par ailleurs, les prix étaient très loin des sommets atteints lors de la crise de 2022. Ils culminaient à l'époque à plus de 200 € le mégawattheure. Il n'y a donc aucune comparaison possible. Nos stocks de gaz naturel sont en cours de remplissage. 28% au 24 avril, selon le rythme habituel en cette saison. Un point ensuite sur l'électricité. Ça, c'est dans la liste des bonnes nouvelles, puisque nous sommes protégés par notre production d'électricité souveraine, abondante et décarbonée, en particulier par notre parc nucléaire qui tourne à plein, vous le savez, 373 TWh de production l'année dernière. Très concrètement, alors qu'en Italie et en Grèce, le gaz représente 45% du mix électrique, en Allemagne, 17% et en Espagne, 14%. Eh bien, en France, le gaz ne représente que 5% de notre production d'électricité. Ce que ça signifie, c'est qu'aujourd'hui, les factures d'électricité, grâce au nucléaire français, grâce aux énergies renouvelables, sont davantage protégées que ce qu'elles ne sont chez certains de nos voisins européens qui, eux, subissent l'augmentation des prix du gaz. J'en viens aux réponses du gouvernement. Le gouvernement a fait un choix, c'est d'être aux côtés des secteurs les plus exposés et des Français les plus modestes, qui roulent beaucoup, avec une réponse qui se veut à la fois ciblée, efficace et respectueuse des finances publiques. Nous avons d'abord œuvré à une réponse internationale, vous le savez, coordonnée, d'où l'initiative du président de la République pour participer à une sécurisation du détroit d'Ormuz dès lors que les conditions de sécurité le permettront. On le fait déjà dans le cadre de l'opération Aspides en mer Rouge. Il est trop tôt aujourd'hui pour le mettre en œuvre dans le détroit d'Ormuz, mais la France est à l'initiative d'une initiative précisément internationale. Et puis nous avons fait le choix d'être aux côtés des secteurs les plus exposés, des Français les plus modestes, avec des aides sectorielles pour le mois d'avril, des mesures qui ont été reconduites pour le mois de mai, reconduites et amplifiées. Je pense aux mesures pour les pêcheurs, avec une aide qui était de 20 centimes par litre en avril, qui est désormais pour le mois de mai de 35 centimes par litre, parce que c'est ce qui doit leur permettre de continuer à aller en mer. Pour les agriculteurs, là aussi avec une aide qui était d'environ 4 centimes par litre correspondant à une détaxe totale et qui est renforcée en passant de 15 centimes par litre. Et une logique similaire, je rentrerai dans le détail si vous le souhaitez pendant votre question, pour les transporteurs et les professionnels
du BTP. Voilà une logique, encore une fois, qui est une logique de responsabilité avec un déficit que nous devons prendre en compte, de l'argent qui, lorsqu'il est dépensé aujourd'hui, devra être rattrapé demain, et donc un refus assumé d'ouvrir intégralement les vannes de manière aveugle et disproportionnée. J'en viens ensuite à notre stratégie énergétique et à la feuille de route. Cet épisode nous confirme la pertinence de la stratégie française, je crois, d'indépendance énergétique que nous portons au gouvernement et que, à quelques nuances près, je pense que nous partageons aujourd'hui dans cette salle. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix de publier la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie en février dernier, avec un cap simple, celui d'une production énergétique compétitive, abondante et décarbonée. Sur le nucléaire d'abord, puisque cette programmation nous a permis d'ancrer la stratégie énergétique qui est la nôtre depuis le discours de Belfort, avec notamment un programme de construction de 6 nouveaux EPR2, plus 8 en option. Et à ce titre, on travaille à l'obtention d'une décision finale d'investissement d'EDF pour le nouveau nucléaire avant la fin de l'année. Sans la PPE, ce choix ne serait pas possible. Cette PPE nous permet également de prolonger nos réacteurs existants avec le programme Grand Carénage engagé par EDF depuis 2014. Nous pouvons, là encore, être fiers, je crois, de l'expertise exceptionnelle qu'EDF a développée avec ce programme unique en Europe. Cette expertise nucléaire nous permet aussi de travailler sur les défis de demain et sur les grandes innovations. Je veux citer notamment la fermeture du cycle avec les RNR, qui nous permettra de réutiliser de manière optimale notre combustible de manière à garantir notre indépendance sur le long terme et donc de fermer le cycle, mais aussi sur les petits réacteurs modulaires, les fameux SMR, sur lesquels la France est leader mondial. Le président de la République a d'ailleurs annoncé au dernier conseil de politique nucléaire la sélection de 2 modèles qui seront construits en France. L'hydroélectricité ensuite, dont nous avons parlé ensemble récemment, là encore la PPE permet la reprise des investissements dans l'hydroélectricité. C'est une source d'énergie décarbonée, pilotable, qui est clé pour notre système énergétique, mais aussi pour l'économie de beaucoup de territoires. Je sais que vous êtes attachés comme moi à cette source d'énergie et c'est le sens des travaux que vous avez menés, que nous avons menés sur la PPL Hydro examinée il y a tout juste 2 semaines dans votre hémicycle. L'éolien en mer est également un pilier de cette PPE qui permettra de tirer parti de notre façade maritime exceptionnelle, qui est évidemment un atout. Le 2 avril, nous avons lancé le 9e et le 10e appel d'offres pour le soutien de l'éolien en mer, regroupé en un seul appel d'offres multifaçade. Là encore, c'est un message fort avec des exigences de contenu local et des garanties données à une filière qui a besoin de visibilité pour continuer à se développer. Sur les énergies renouvelables terrestres, là encore, on continue à encourager leur développement afin de garder une base de filière tout en prenant en compte le retard à l'électrification des usages observés. C'est le sens des appels d'offres que nous avons pu lancer récemment sur l'éolien terrestre. L'appel d'offres pour le soutien à l'éolien terrestre ouvrira avant l'été et nous avons transmis en parallèle au préfet une consigne de priorisation du renouvellement des parcs, conformément à ce qui a été voté dans votre hémicycle l'année dernière. Sur le photovoltaïque, le cahier des charges de l'appel d'offres pour le soutien du photovoltaïque au sol a été publié dans les prochains jours, et contiendra de forts critères de contenu local afin d'encourager les projets d'usines sur notre territoire. Je pense notamment aux projets de carbone et d'Holosolis qui permettront de créer plus de 2000 emplois locaux et non délocalisables. C'est un cap ambitieux, assumé, un cap qui n'est pas un quoi qu'il en coûte. L'effort que font les Français pour investir dans une électricité décarbonée mérite une attention de tous les instants pour que chaque euro soit employé au mieux. On prendra donc en compte notamment les conclusions de la mission Lévy-Tuot qui m'ont été données le 9 avril dernier. Et en parallèle, on accélère sur le plan d'électrification qui a été largement décliné ces dernières semaines, avec au fond une logique qui est simple. Il y a aujourd'hui une difficulté pour beaucoup de Français à
investir dans une pompe à chaleur, investir dans une voiture électrique. Et donc tout ce plan d'électrification est construit de telle sorte à faciliter cet investissement de départ en le rendant davantage soutenable avec des aides haut niveau, notamment là encore pour les ménages les plus modestes et pour les classes moyennes. Rappelons qu'une fois cet investissement passé, c'est des gains de pouvoir d'achat réel pour les Français qui opèrent cette transition. Et quant à la question du financement de ce plan d'électrification, c'était là encore une question qui était posée par Madame la Présidente. Il y a en partie les certificats d'économie d'énergie qui sont un vrai levier parce qu'ils permettent là encore de faciliter pour les foyers les plus modestes et pour les classes moyennes cette transition. Et puis ensuite, il y a de la priorisation dans le budget déjà voté. Et je pense par exemple à ce qu'on fait sur MaPrimeRénov'. Voilà, je ne serai pas plus longue, Madame la Présidente. Je vous remercie pour votre écoute et je réponds avec évidemment plaisir et rigueur à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation, Madame la Ministre. Donc nous allons prendre les questions 3 par 3 et je vais un petit peu inverser dans l'ordre des tableaux parce que je vais commencer avec notre collègue Daniel Grémillet qui est le président du groupe d'études énergie et voilà, dont vous avez entendu parler de la PPL Grémillet et qui va vous permettre de vous interroger très certainement sur un certain nombre de sujets. Daniel. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Ouais, PPL qui a eu, hélas, un triste sort par manque de courage politique pour effectivement avoir une stratégie énergétique, parce que je suis persuadé qu'un décret, même si vous venez de l'évoquer, permet d'avancer, malgré tout, un décret n'est pas solide et peut être remis en cause, peut être attaquable, et c'est pas de cette manière-là qu'on ira et donc on donnera vraiment un cap. On va pas refaire le débat. J'avais plusieurs questions à vous poser. La première, même si je le regrette, et le Sénat le regrette terriblement, parce que c'est vraiment un handicap pour l'économie de notre pays et la vision. On s'approche tout doucement déjà, Madame la Ministre, vous allez déjà devoir travailler sur la copie du budget 2027. Et notre commission, Madame la Présidente, est très attachée à deux sujets, notamment le sujet du chèque énergie, où nous sommes montés à plusieurs fois au créneau, à la fois pour dénoncer l'absence de l'automaticité. Donc il y a eu, je sais, on souhaite vous entendre sur le nombre de bénéficiaires sur 2026, puisque a priori on est meilleur qu'en 2025 sur le nombre de... Et deuxième point, sur le montant par contre, on a besoin, et Madame la Présidente vous a interpellé sur les conséquences de la crise énergétique, et on a besoin de savoir, Madame la Ministre, comment vous pensez faire évoluer dans les discussions budgétaires pour 2027, à la fois le chèque énergie et à la fois le nombre de bénéficiaires qui pourraient en bénéficier. Le deuxième point sur lequel aussi notre commission est très attachée, ça concerne le fonds chaleur. Le fonds chaleur où, là encore, vous souhaitez électrifier les usages, mais le fonds de chaleur a apporté des réponses très concrètes en termes d'économie d'énergie, de performance, d'accessibilité. Et là aussi, la commission des affaires économiques, en étant rapporteur de cette partie tous les ans, souhaite que la dotation soit supérieure aux 800 millions, car n'oublions pas que chaque fois qu'on investit dans le fonds chaleur, c'est toute une activité économique qu'il y a derrière, et c'est lorsqu'on met 1 euro, c'est 3 euros d'investissement dans et l'économie, on en a vraiment besoin dans cette période. Et là encore, ma question elle est simple. Comment imaginez-vous le fonds chaleur dans sa perspective budgétaire de 2027 ? Et puis une question suite à vos déclarations en Bretagne sur la partie bois et notamment l'utilisation de la biomasse bois est-ce qu'on va retrouver ou pas une place et une reconnaissance aux côtés des pompes à chaleur, de la géothermie et du solaire, du bois et de l'énergie
Est-ce que vous la considérez comme étant décarbonée? Est-ce que demain, les chaudières bois vont retrouver dans MaPrimeRénov' une place? Ça fait partie des points aussi très importants qui sont attendus par nos territoires. Et ma dernière question concerne effectivement l'énergie et les investissements. Vous avez évoqué, et je me réjouis que vous l'évoquiez, sur la fermeture du cycle, point sur lequel nous sommes très attachés, sur les SMR et RNR. Mais là, nous avons besoin effectivement d'avoir un calendrier. Quand vous évoquez que la France est la première au monde, je crains que sur le dossier-là en particulier, que la Chine nous ait déjà dépassé à ce stade sur les petits réacteurs. Et là, je souhaiterais avoir plus de précision sur le calendrier tel que vous l'imaginez, sur le développement de cette nouvelle technologie dans nos territoires. Merci Daniel. On continue avec Marc Séné. Marc. Merci Madame la Présidente. Ma question, Madame la Ministre, concerne les réacteurs à neutrons rapides à cœur liquide. Parce que c'est de votre formation. Près de 45% de la production mondiale d'uranium est concentrée au Kazakhstan, qui tend à réserver davantage sa production à ses besoins, tandis que la Chine, la Russie et l'Inde sécurisent activement leur approvisionnement. Dans ce contexte, la France, malgré ses 56 réacteurs, reste entièrement dépendante des importations. Si nous ne disposons pas d'uranium-235, nous détenons en revanche des stocks importants d'uranium appauvri, U-238, aujourd'hui peu valorisés, mais qui pourraient devenir une ressource stratégique grâce aux réacteurs à neutrons rapides capables de les convertir en matière fissile. Ces technologies permettraient de réduire notre dépendance, de mieux gérer les déchets et de valoriser des ressources déjà disponibles. Pourtant, la France accuse un retard. Les États-Unis investissent massivement. La Chine et la Russie disposent déjà de réacteurs en fonctionnement, tandis que notre soutien reste limité. Dans le même temps, la stratégie actuelle reste très concentrée sur la filière sodium, malgré des incertitudes, alors que des alternatives émergent, y compris en France, comme celle développée par Stellaria sur les réacteurs à sel fondu à neutrons rapides, avec des perspectives en matière de coût, de sûreté et d'efficacité des ressources. Dans un contexte de forte tension énergétique, concentrer l'effort public sur une seule technologie ne fait-il pas peser un risque stratégique? Le gouvernement entend-il soutenir concrètement des initiatives complémentaires comme celle portée par Stellaria? Et enfin, quels moyens financiers précis compte-t-il mobiliser pour préparer notre souveraineté énergétique? Merci. Merci Marc. Et enfin, dernier intervenant dans cette première série de questions avec Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez évoqué effectivement la situation très difficile des Françaises et des Français et on entendait ce matin les résultats des enquêtes sur les Français qui annulent leurs vacances et qui, du fait des problèmes de pouvoir d'achat, ne pourront pas partir en vacances, au-delà de celles et de ceux qui souffrent tous les jours dans leur pouvoir d'achat, y compris quand où ils travaillent. On a bien compris les plans sur les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs et le BTP, et c'est légitime. Mais quand vous dites que vous avez pris la mesure des Françaises et des Français qui souffrent le plus, on ne le voit pas en fait. Le collègue Gremillet a évoqué le chèque énergie. Il est en moyenne de 150 €. Il n'a pas été réévalué depuis 2019, malgré une augmentation d'au moins un tiers des prix de l'énergie depuis. Et on sait les problèmes de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et bien sûr, il y a des contraintes budgétaires, et je vais y venir. Et il n'est pas question pour moi de bloquer les prix des carburants, parce qu'effectivement, c'est potentiellement très cher. Et ça n'est surtout pas ciblé. Le chèque énergie, c'est ciblé. C'est aujourd'hui, je ne sais pas à combien on est, 5 millions et demi peut-être de bénéficiaires du chèque énergie si on a remonté la pente par rapport à l'année dernière. Mais ce qui est évident, c'est que 150 € en moyenne, 44 à 227 €, 277 pour une famille, c'est pas assez. Donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement d'augmenter sensiblement ce chèque énergie pour ces 6 millions de familles qui sont souvent à moins de 1 000 € par membre de la famille par mois et par an.
Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de passer à 400 € en moyenne, ce qui ferait un budget d'1,5 milliard. Je ne dis pas que c'est négligeable, hein, attention. Mais je dis que dans la situation politique où nous sommes, je pense que ce n'est pas un coût très élevé pour défendre, y compris la démocratie. Parce qu'on le voit partout, les hausses des prix des carburants, c'est une machine à dégagisme énorme. Ça a fait souvent le delta qui a permis aux extrêmes droites de gagner un peu partout. Donc c'est pas simplement une question de sociale, c'est une question politique majeure. Comment on trouve l'argent ? BP vient d'annoncer que pour le premier trimestre 2026, ils ont plus que doublé leurs bénéfices. Ils sont passés de 1,3 milliard à 3,2 milliards. On peut imaginer que ça va être exactement la même chose pour Total Energy et pour les autres. Moi, je regrette que la France ne se soit pas associée à l'Allemagne, à l'Espagne et aux autres pays européens qui ont demandé à la Commission européenne de réfléchir à la mise en place rapide d'un dispositif de taxation des superprofits. Il y a quand même là, on peut les appeler les profiteurs de guerre, on pourrait considérer que c'est très péjoratif comme appellation, mais il y a des entreprises qui font beaucoup d'argent sur la guerre en Iran, et donc on a un transfert de ressources des Français, des automobilistes et notamment des plus pauvres vers ces groupes pétroliers et les actionnaires. Ce n'est pas acceptable dans la situation sociale et démocratique que nous vivons. Donc nous vous invitons à aller vers cette taxation des superprofits. L'électrification. A priori, vous rajoutez 50 000 voitures en leasing social, voitures électriques en leasing social. C'est 1% des Français qui sont bloqués avec leur voiture. 1%. Est-ce qu'il n'y a pas moyen... Alors vous avez raison, il y a eu la PPE, il y a eu tout ça, mais la PPE, elle a été finalement adoptée avant la guerre en Iran. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accélérer, y compris pour, encore une fois, développer des usines? Oui, ça va coûter d'argent, mais pour le coup, là, je pense que l'Union européenne serait prête à mettre de l'argent d'investissement pour avoir une ampleur beaucoup plus forte sur ces véhicules en leasing social. Dans les plans que vous avez évoqués, je ne vois pas où se trouve l'auxiliaire de vie, qui fait 100 à 150 km par jour, qui a 300 € de dépenses des carburants, qui n'arrive plus à les supporter. Y compris des infirmières libérales dans des territoires où ils font beaucoup de kilomètres, parce que ce sont déjà des déserts médicaux, et ils vont fermer, en fait. Tout ça est fou, en fait. Y compris là, il y a un enjeu social, sanitaire et démocratique. Donc, pourquoi ne pas faire beaucoup plus sur cet investissement, sur la voiture électrique, la rénovation thermique et moi, j'ai pas de critique absolue sur les C2E. Je pense que c'est un bon outil parmi d'autres. Et effectivement, ça permet de financer aujourd'hui de la rénovation thermique, un certain nombre d'aides qui sont utiles. C'est gênant quand il n'y a plus que ça et qu'il n'y a plus d'autres budgets. Mais voilà. Donc, cette question-là. Et puis enfin, si vous me permettez, j'entends bien les SMR, la fermeture du cycle, l'aval du futur, changeons de technologie, tout ça. Mais, chers collègues, reconnaissons que ce n'est pas pour demain. Non, les EPR2, ils sont même pas, le design n'est même pas validé. Moi, je veux bien qu'on dépense beaucoup d'argent, mais la Grande-Bretagne vient d'économiser 1 milliard au mois de mars grâce au vent et au solaire qu'on fait des résultats magnifiques. Ils ont économisé 1 milliard de factures énergétiques venant du Golfe Persique. Donc, est-ce que là aussi, il y a eu la PPE, mais la situation nous oblige à accélérer et l'électrification et le développement des énergies renouvelables, quoi qu'on pense du nucléaire. Et c'est ce que nous, quand même, nous plaidons aussi sur le mix énergétique, Yannick. Madame la ministre, voilà, pour répondre à ces questions qui sont déjà très importantes et très riches. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre dans l'ordre, en commençant par Monsieur le sénateur Grimillet. Sur le chèque énergie, pour répondre sur le dimensionnement, c'est 3,8 millions de Français qui le touchaient initialement. Ça répond en partie à votre question aussi. Et la mise à jour des bases de données réalisées cette année à la demande du Premier ministre ont permis d'ajouter 700 000 Français bénéficiaires en plus, donc 3,8 plus 0,7, 4 500 000, avec effectivement... je vous donne le chiffre de cette année.
Et donc sur le montant, 150 euros en moyenne et un montant qui peut aller jusqu'à 277 euros, fonction évidemment de vos niveaux de revenus. Sur le fonds chaleur, il est aujourd'hui de 800 millions, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un outil qui fonctionne très bien, qui, je pense, est unanimement salué. Et donc, moi, je me battrai pour que le budget soit à minima conservé dans le projet de loi 2027 et je compte vraiment sur vous pour qu'on puisse porter ce combat ensemble. C'est une demande qui est forte, notamment des collectivités territoriales, mais vue de notre fenêtre aussi, qui apporte d'excellents résultats avec une approche qui est très pragmatique. Sur la question des RNR. Bon, il y a un enjeu aujourd'hui qui est celui de faire des démonstrateurs et donc de travailler sur une montée en puissance de cette technologie. Il y a des décisions qui ont été prises notamment par le président de la République lors du dernier CPN qui sont des décisions d'investissement. Moi, je pense que c'est nécessaire d'avancer là-dedans, d'investir là-dedans. Mais enfin, il faut laisser les technologies ouvertes, et c'est exactement ce que nous faisons, puisque nous sommes aujourd'hui loin d'avoir un démonstrateur et une technologie complètement arrêtée. Et donc, c'est du moyen long terme. Sur la question de l'uranium, juste pour quand même terminer aujourd'hui, entre les stocks, entre les capacités de retraitement, on estime qu'on a une indépendance ou en tout cas une marge d'environ une dizaine d'années. Et donc voilà, nous ne sommes pas... Attention avec cette notion de dépendance à l'uranium qu'on peut entendre ici ou là. Sur la question, pardonnez-moi, du bois, à laquelle je n'ai pas répondu. Biomasse. Et voilà. Bon, la PPE hiérarchise les usages de la biomasse, et c'est vrai que la production d'énergie pour le bois n'est pas placée dans les usages les plus prioritaires. Mais c'est un travail qu'on pourra continuer évidemment à faire ensemble. Et pour terminer sur les questions, alors les multiples questions de monsieur le sénateur Jadot. Vous aviez, je crois, déjà posé une question au gouvernement d'ailleurs sur la question de la revalorisation du chèque énergie ou lors des questions orales sans débat, je ne sais plus exactement. Bon, on a un chèque énergie qui touche aujourd'hui 4,5 millions de personnes. On a une aide destinée aux gros rouleurs qui a été annoncée par le président de la République qui touche 3 millions de personnes. Et donc, on peut, et c'est votre droit, considérer qu'aujourd'hui, le panel, l'assiette, pour parler de façon un peu techno, est pas suffisamment large. Il y a une volonté de notre part qui est de cibler effectivement les foyers les plus modestes et de le faire de la manière la plus respectueuse possible des finances publiques. Le chèque gros rouleur, si je puis dire, l'aide aux gros rouleurs qui a été annoncée il y a une semaine, ça coûte près de 200 millions d'euros. Ce à quoi s'ajoutent toutes les aides sectorielles que vous avez évoquées pour les agriculteurs, les transporteurs, les pêcheurs et les secteurs du BTP. Maintenant, est-ce qu'il faudra, dans les semaines à venir, si la crise venait à durer, adapter ces dispositifs? Probablement, mais il est trop tôt pour le dire. Donc on essaie d'adapter. On l'a fait pour le mois d'avril, on a adapté pour le mois de mai. On a annoncé pour les 3 mois que sont avril, mai, juin, cette aide destinée aux gros rouleurs. Et on fera le point, là encore, dans les semaines à venir. Je pense qu'on n'a pas de différence fondamentale, encore une fois, sur l'approche. Vous souhaiteriez que ce soit plus large. Moi, je vous réponds qu'encore une fois, au regard de la réalité du déficit, on doit aussi faire attention, parce que l'argent qu'on dépense aujourd'hui, c'est de l'argent qu'on n'utilise pas demain pour les services publics ou pour maîtriser les impôts des mêmes Français desquels on est en train de parler en ce moment. Sur la question de l'électrification, du financement, pardon, sur la taxation européenne, on a toujours dit qu'on était parfaitement ouvert aux propositions de nos amis européens et à l'initiative européenne qui a démarré il y a quelques semaines de ça. Donc on s'associe à ce travail-là et fonction des ouvertures qui seront définies et qui seront possibles, on pourra s'y intégrer. Bon, du reste, quand on prend l'exemple des grands pétroliers, vous savez bien qu'ils ne font pas leurs bénéfices en France.
Et donc, ça pose un certain nombre de questions sur ce qui est possible de faire à l'échelle franco-française. Mais on en vient à la nécessité d'avoir une approche coordonnée, à minima à l'échelle de l'Union européenne, si on veut réussir à aller les toucher. Et puis ensuite, je vous ramène à ce qui a été voté dans le projet de loi de finances, avec cette surtaxe exceptionnelle, alors qui ne concerne pas les entreprises comme ces grands énergéticiens-là, mais qui démontre bien que le Premier ministre a toujours été ouvert à faire contribuer davantage, dans un moment exceptionnel, ceux qui le pouvaient le plus. Je termine sur la question de l'électrification. Pardon, mais il y a 3 questions, mais en fait, il y a beaucoup plus de questions que ça. Bon, le leasing social, je comprends que vous dites c'est insuffisant. D'abord, quand on veut des voitures françaises, ce qui est quand même un critère d'entrée qui est important, fabriqué en France, et on ne peut pas, lorsqu'on discute avec les industries de l'automobile, débloquer des centaines de milliers de véhicules en l'espace de quelques semaines, parce qu'en termes de production comme en termes de modèle économique, ça ne tient pas. Donc on fait ce choix de renouvellement de 50 000, qui est d'abord le deuxième renouvellement, et qui pourra être réitéré ensuite. Il y a une surprime par ailleurs qui a été mise en place, qui est pour le coup financée par les C2E, et qui vise une population plus intermédiaire entre 2000 et 2800 euros net par mois, et qui doit aider, là encore, les populations, ces classes moyennes, pour qui l'achat d'un véhicule neuf est évidemment difficile. Alors, je vous rejoins, il faudrait probablement aller plus vite, mais en tout état de cause, il y a une réorientation des C2E, quand même à hauteur de 6 milliards, c'est beaucoup, hein, sur toutes ces aides qui touche à l'électrification. Et puis il y a la réalité de l'industrie, et notamment de l'industrie de l'automobile, qui nous contraint forcément dans ce qu'on peut faire. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Merci. Nous continuons avec Marie-Lise Housseau. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vais vous poser une question au nom de Anne-Catherine Loisier sur la filière bois-énergie. Bon, elle rejoint un peu celle de Daniel Grémillet, parce que vos déclarations dans la presse, notamment dans Ouest France... Alors, pardon, j'étais pas en Bretagne, moi, donc on me parle de mes déclarations en Bretagne, mais je suis pas allée en Bretagne depuis... Bah, je sais pas, à Ouest France... Justement. J'ai pas osé le dire, mais j'étais pas en Bretagne. C'est les déclarations de Ouest France. Je n'étais pas en Bretagne. Et je n'ai pas parlé de la filière... À Ouest France. Ah, j'étais en Vendée. Ah, mais la Vendée, c'est pas la Bretagne. Non, déclaration à Ouest France. Bon. Collègues, ils vont être vexés. Nous, on n'avait pas parlé de la filière bois. Mais nous étions en Vendée pour l'éolien offshore. Alors, je n'ai absolument pas évoqué la filière bois. Donc, il faudra juste me dire... Puisque ça a été scruté, en tout cas, avec beaucoup d'attention par les acteurs de la filière bois-énergie. Vous avez dit que les PAC étaient désormais suffisamment puissantes pour qu'on n'ait plus besoin de la pointe base gaz quand il y a des pics de froid, et que donc, vous avez quand même assuré que le soutien au chauffage biomasse et au réseau de chaleur se poursuivrait. Oui. Voilà. Et vous venez de confirmer que le fonds de chaleur serait maintenu. Mais, comme le diable se cache dans les détails, tout cela n'occulte pas des années, 3 ans de décisions défavorables à la filière bois. Il y a eu les baisses successives de MaPrimeRénov', la division par 3 des crédits CE, la révision du coefficient d'énergie primaire, et l'annulation des campagnes de communication de fin d'année pour la filière bois-énergie. Et tout cela, ça a généré beaucoup d'incompréhension et parfois même de la colère. Et donc, les questions que je vous pose, qui sont un peu plus précises que celles de Daniel, est-ce que le bois sera toujours considéré par le gouvernement comme une énergie de décarbonation, du chauffage à part entière, aux côtés des autres solutions? Allez-vous préserver le bois énergie au sein des dispositifs d'aide à l'acquisition d'appareils de chauffage et réintégrer les chaudières bois dans le dispositif MaPrimeRénov'? Et enfin, est-ce que vous vous engagez à aller à la rencontre des acteurs de la filière et à soutenir les usines de production qui naissent sur le territoire? Chez moi, par exemple, j'ai l'usine SIAT qui est en train de s'implanter, avec pas mal de difficultés d'ailleurs. Voilà. Et dans notre
rapport de juillet 2025, rapport du Sénat, donc, nous préconisions de rétablir le taux normal de MaPrimeRénov' pour les appareils à pellets ou à bûches, remplaçant du fioul, des foyers ouverts ou des appareils antérieurs à 2012 en zone rurale. Voilà. Est-ce que vous allez réellement le faire? Je vous remercie. Merci Marie-Lise. Patrick Chauvet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. L'enjeu de l'énergie étant tellement stratégique, vous me permettrez plusieurs questions. Le 12 mars dernier, le Président de la République, en déplacement sur le chantier des premiers EPR de la centrale nucléaire de Penly, située dans mon département, a qualifié ce programme de chantier du siècle. Dans ce contexte, pouvez-vous préciser la stratégie du gouvernement pour assurer le financement du nouveau nucléaire? Quels sont les leviers mobilisés au-delà de l'épargne réglementée, notamment du livret A? Par ailleurs, le gouvernement prévoit la mise en place d'un contrat pour différence afin de sécuriser les revenus de la production nucléaire. Si tel est le cas, pouvez-vous préciser le niveau de prix envisagé? La référence de 100 € mégawattheure est-elle confirmée? Dans un contexte de forte dette, comment EDF pourra-t-il financer simultanément le programme EPR, la maintenance du parc existant et les investissements dans l'hydroélectricité, tout en poursuivant sa trajectoire de désendettement? Enfin, au regard des annonces récentes du gouvernement, est-ce que vous pensez ouvrir le débat sur la fiscalité de l'énergie, alors que le Sénat avait voté un amendement du rapporteur général au projet de loi de finances pour 2026 afin d'amorcer une convergence entre les fiscalités du gaz et de l'électricité? Je vous remercie. Merci Patrick. Et enfin, pour terminer cette série de questions, Bernard Buis. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La relance de la filière nucléaire constitue désormais l'un des piliers affichés de notre stratégie énergétique. Toutefois, les retards, les surcoûts considérables constatés sur certains projets passés, notamment Flamanville, interrogent. Est-on réellement en capacité de porter les projets annoncés en termes de financement, de maîtrise des coûts et de délai de construction? Quel est le calendrier réel de lancement des chantiers? 3 paires de PR2 ont été annoncées l'an passé. À quand la suite? En Drôme et particulièrement dans le Tricastin, ces annonces sont attendues et seront les bienvenues. La semaine dernière, les décideurs locaux, élus, entreprises, populations ont manifesté leur intérêt pour l'accueil sur le site du Tricastin d'une paire de PR2. Bref, vous l'avez compris, à quand les prochaines annonces, Madame la Ministre, pour les 8 PR encore attendus? Voilà, Madame la Ministre, nouvelle série de questions qui apporte de nouvelles réponses. Bien. Je commence sur la question du bois à énergie. Pour les maisons individuelles, effectivement, on préfère les pompes à chaleur. Et donc, pour nous, c'est à prioriser sur les usages haute température, type industrie et réseau de chaleur urbain. Voilà, donc c'est le choix stratégique qui est celui qu'on a affiché effectivement clairement. Je ne comprenais pas bien quels étaient les propos auxquels on faisait référence. Sur la question du financement du nouveau nucléaire français, en phase de construction, d'abord, un prêt bonifié de l'État qui est accordé au programme EPR2 pour 60% du montant total du programme et qui sera financé effectivement par le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts. Et puis en phase d'exploitation, un contrat pour différence pour assurer le niveau de revenus suffisant. C'est sur cette base d'aide d'État qu'on a saisi la Commission européenne avec l'objectif d'arriver à une décision finale d'investissement, je l'ai dit, d'ici à la fin de l'année. On est évidemment extrêmement vigilant à la soutenabilité de ces investissements pour EDF et c'est ce qui nous amène à défendre notamment ce modèle d'aide d'État. Et puis ensuite, il y a la question de la tenue de la cible de coûts de construction à hauteur de 72,8 milliards d'euros pour le programme EPR2 et la tenue évidemment du calendrier du programme. Attention néanmoins à toute comparaison avec ce qu'on a vécu à Flamanville 3. On a beaucoup appris de Flamanville 3 sur le plan technique. On est aujourd'hui dans le cadre d'un programme en série, ce qui permet des économies d'échelle que nous n'avions pas eues pour Flamanville 3. EDF a largement restructuré sa gouvernance de projet et donc je pense qu'on peut dire qu'on a tiré le retour d'expérience nécessaire de ce qui s'est passé à FLA 3 notamment. Il n'y a pas que FLA 3, on pourrait parler d'Okiloto, mais bon voilà, pour ne citer que ça. Sur la question de la fiscalité et enfin si j'ai Hinkley Point, oui non mais j'ai pas liste non exhaustive. Pardon. Sur la fiscalité, votre question c'est
est-ce que le gouvernement est ouvert à augmenter la fiscalité du gaz pour baisser la fiscalité de l'électricité? C'était ça la question ou pas? Je sais plus qui. C'est Patrick. Oh, oui, pardon, c'est juste pour bien comprendre. C'était Pour moi, c'est ça que vous aviez porté dans le PLF 26. D'amorcer une convergence. Oui, d'amorcer une convergence. Donc ça vient globalement, ça revient à faire augmenter l'un et à faire diminuer l'autre. Je pense que l'approche en valeur absolue est une bonne approche. Maintenant, moi, je vais vous dire, il y a 11 millions de foyers qui se chauffent au gaz. Expliquer à tous ces ménages qui sont souvent des ménages modestes et qui ont du mal à opérer cette transition, que leurs factures vont augmenter pour qu'on puisse faire baisser la facture de ceux qui, eux, sont passés à l'électrique, ça me semble être... socialement difficilement explicable et difficilement compréhensible. Je préfère l'approche qui consiste à aider ces mêmes foyers qui sont au gaz à transitionner vers des modes de chauffage à l'électrique, et c'est précisément ce qu'on fait avec le plan d'électrification, et c'est précisément ce qu'on finance notamment avec les certificats d'économie d'énergie, mais ça me semble être une meilleure approche, même si encore une fois je comprends l'idée de la convergence des fiscalités. Je pense qu'aujourd'hui, notamment au regard de ce que sont les prix du gaz, mais des difficultés qu'ont beaucoup de foyers à régler leurs factures d'énergie, dans la vraie vie, c'est une approche qui est compliquée à mettre en œuvre. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Non, Patrick, il restait un point, peut-être? Non, j'avais juste une question sur le financement du nouveau nucléaire, sur l'endettement d'EDF, et puis sur la référence des 100 € mégawattheure pour la différence, le contrat de différence pour sécuriser les revenus du nucléaire. Alors, c'est 100 € de 2024. C'est ce qui a été acté dans le CPN de 2025. Quant à la question du financement, je pense que j'y ai en bonne partie répondu sur, encore une fois, la phase de construction, sur la phase d'exploitation, sur ce qui avait été transmis à la Commission européenne. Voilà, pardon. Et sur le calendrier, donc première paire de tranches 2038, et là encore c'est un calendrier qui devra être tenu si on veut tenir les objectifs de coût que j'ai évoqués précédemment. Voilà, 2038, je suis pas sûre de... J'ai l'impression de ne pas répondre à votre question, mais parce que je ne la comprends pas complètement. 2038, c'est l'objectif, finalisation de la première paire de tranches. Et première paire de tranches, effectivement, Panly, on en a parlé tout à l'heure. Et les 8 futurs devront être annoncés d'ici à la fin de l'année, effectivement, avec une sélection des sites qui prend bien sûr en compte des critères techniques et scientifiques, vulnérabilité ou pas au séisme, accès à l'eau, enfin tout ce que vous connaissez et qui par ailleurs ne dépend pas évidemment des investigations de l'État, mais de la SNR et de l'exploitant. Merci. On continue. Martine Berthet. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre. Compte tenu du contexte géopolitique et de notre obligation à gagner en souveraineté économique, compte tenu des aides d'État pour certains, la Chine, les USA par exemple, de prix naturellement bas pour d'autres, le Canada, sur le prix de leur électricité pour les concurrents internationaux de nos entreprises hyper électro-intensives, compte tenu également d'un marché européen de l'électricité, et vous l'avez dit, d'une dépendance plus forte des autres pays européens au gaz naturel, ce qui rehausse le prix du marché et nous pénalise par rapport à notre hydroélectricité ou nucléaire qui sont à des prix quand même plus bas. Il apparaît essentiel, et même si le prix de l'électricité a baissé versus il y a 2 ans, même si des contrats de long terme ont pu être signés pour la plupart, cela ne suffit pas. Il est donc essentiel d'offrir un prix réellement concurrentiel de l'électricité à plusieurs secteurs hyper électro-intensifs. Alors notamment via la mise en œuvre élargie des compensations carbone, comme la France l'a demandé à la Commission européenne. Plusieurs pays européens se sont emparés de cette possibilité, pas la France. Aussi, Madame la Ministre, comptez-vous permettre une réelle situation concurrentielle quant au prix de leur électricité à nos différents secteurs hyper électro-intensifs, métallurgie, chimie organique, verre, comme en bénéficient déjà l'ensemble de leurs concurrents tant européens que internationaux?
J'ai une deuxième petite question. La filière du nucléaire a une grosse inquiétude concernant les compétences par milliers dont elle a besoin et très variées. Où en est-on à ce sujet-là? Que comptez-vous faire dans le futur aussi pour l'améliorer? Merci. Merci Martine. Guislain-Cambier. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre de votre exposé. Alors bien sûr, on ne peut pas tout prévoir. Pour autant, la réponse politique à l'angoisse énergétique actuelle, c'est de répondre par la volonté d'électrifier toujours davantage. Je ne rentre pas dans le débat pro-anti-électrique, c'est pas le lieu. Je veux rester sur le principe de la souveraineté et de l'accessibilité. Vous parlez de pertinence de choix énergétique. On voit qu'en ce moment, une menace de 15% sur notre approvisionnement d'hydrocarbures nous fait trembler. La massification électrique, est-ce qu'elle ne va pas nous placer dans une fragilité stratégique? Après tout, les Russes, en 2023, ont bloqué la production d'énergie électrique par un virus informatique en Ukraine. J'élargis. En visitant hier l'usine Stellantis d'Ordin, le directeur m'a indiqué la difficulté d'intégrer des paliers trop brutaux ou des normes qui changent tous les 3 à 6 mois, comme la caméra de recul sur les véhicules utilitaires. Est-ce qu'on peut au moins assurer notre industrie d'une intégration de leurs contraintes techniques ou du moins d'une pause normative dans le dialogue que nous pouvons porter au niveau européen? Merci. Merci Guislain. Pour terminer cette série avec Philippe Grosvalet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous connaissez bien la Loire-Atlantique, qui a accueilli le premier parc... je suis ici. Voilà. C'est le 4e département breton. Qui a accueilli le premier parc éolien offshore. Et je confirme, vous êtes venu en Vendée, visiter la presque fin des travaux. Et si vous étiez venu à Saint-Nazaire, ce n'aurait pas été un grand détour, mais le ministre de l'Industrie y était la semaine dernière, vous auriez vu la filière industrielle liée au parc éolien que vous avez visité. Si je dis cela, c'est que moi, je me réjouis qu'on ait pu inscrire une dynamique dans le cadre de la PP3. Récemment, à Hambourg, les principaux États se sont engagés sur une ambition de l'éolien offshore pour l'Europe. La France est le 2e gisement en Europe pour accueillir des parcs éoliens, 2e ZDE au monde. Mais depuis 15 ans, depuis que le président Sarkozy avait inscrit dans la programmation les premiers parcs éoliens offshore, avec déjà beaucoup de retard, au fond, nous cheminons de projets en déconvenus, des promesses qui sont faites, et le tissu industriel, c'est près de 7000 emplois, est très fragilisé. Alors, moi, je voudrais quand même, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, que vous nous précisiez, vous parlez notamment des marchés que vous renouvelez parce qu'ils ont été infructueux. Et parce qu'il n'y avait plus d'industriels pour répondre aux appels d'offres que nous proposions. Donc moi, je voudrais quand même que vous nous garantissiez ou que vous nous disiez comment cette PP3 et la programmation qui est maintenant actée va permettre réellement aux industriels français et européens de résister à l'industrie chinoise et comme pour ne pas faire connaître ce que nous avons vécu, par exemple avec le photovoltaïque. Il nous faut des garanties parce que les promesses ne suffisent pas. Très bien. Madame la Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup sur la question des prix de long terme. C'est quelque chose auquel on répond évidemment avec les CAPN d'une part et avec les mesures du plan d'électrification d'autre part qui ont été annoncées il y a 3 semaines. Je pense aux nouveaux produits Sunpeak et évidemment offre à 8-10 ans. On a demandé une mise en œuvre à la Creux et on travaille avec elle dessus. J'ai vu Emmanuel Wargon à ce sujet pas plus tard que la semaine dernière. Sur la question de l'objectif d'électrification, alors qui n'était pas vraiment une question d'ailleurs, donc je ne sais pas trop comment je peux vous répondre, si ce n'est que c'est tout l'objectif du plan qui a été présenté. Il n'y a pas vraiment de question dans votre intervention, mais... On a pris un positionnement stratégique qui nous met dans la même fragilité qu'on a actuellement vis-à-vis des hydrocarbures, en fait. Pardon, avec une très grande différence, c'est que les hydrocarbures sont importés du Moyen-Orient, des États-Unis, d'Algérie, là où l'électricité est produite via les renouvelables ou via le nucléaire sur notre sol.
Comment est-ce qu'on protège justement cette production électrique? Quand je vous donnais l'exemple des Russes qui avaient bloqué la production électrique ukrainienne en 2023 grâce à un virus informatique. Aujourd'hui, en tout cas, pour ne citer que le nucléaire, vous avez une culture sûreté qui vous amène à être extrêmement résilient, y compris vis-à-vis du risque cyber. Les énergies renouvelables sont pour partie un petit peu moins exposées. Moi, je ne vous dis pas que le risque zéro existe. Il y a toujours des risques, il y a toujours une façon d'encadrer les risques. Mais enfin, entre de l'électricité qu'on produit avec nos éoliennes et nos centrales nucléaires sur le sol français avec des compétences françaises et du gaz qu'on importait hier de M. Poutine et qu'on importe aujourd'hui de M. Trump ou de M. Tebboune, je pense qu'en termes d'autonomie stratégique, on est sur deux niveaux qui n'ont absolument rien à voir. Je poursuis sur la question du recrutement. Qui étaient vos questions pour le nucléaire tout à l'heure. C'est un enjeu évidemment majeur, mais en fait c'est un enjeu qui touche la réindustrialisation de façon plus large que le seul programme EPR2. On a investi via France 2030, je pense notamment aux universités du nucléaire, qui fonctionnent bien et qui ont permis d'ouvrir, là encore, des structures de formation. Les industriels s'organisent eux-mêmes. C'est aussi de leur responsabilité. Tout n'est pas de la responsabilité de l'État. Pour réfléchir, et c'est notamment ce qui a très bien été fait autour de Panly, réfléchir à l'échelle locale sur les besoins à venir avec les différentes industries qui sont implantées. C'est ce qui est mené par l'éducation nationale pour porter un discours plus positif et faire connaître les métiers scientifiques et techniques, les métiers industriels. Je suis d'accord avec vous, ça prend du temps. Pour autant, vous le voyez notamment sur les écoles d'ingénieurs, le nucléaire est bien plus attractif que ce qu'il ne pouvait être il y a encore quelques années, sans commune mesure. Donc on a quand même beaucoup avancé et on a aujourd'hui des entreprises qui, je crois, prennent vraiment toute leur part sur la formation, sur le recrutement, sur l'alternance, sur le suivi des filières professionnelles. Mais je prends votre point, mais je suis preneuse d'avoir vos conseils par ailleurs. Si vous avez des projets à mettre en avant, on les accompagnera évidemment avec beaucoup d'enthousiasme. Sur la question des appels d'offres, les appels d'offres qu'on relance n'ont pas été intégralement infructueux par le passé, là où 8 l'a été, et on relance aujourd'hui un package plus important que sont les AO 9 et 10 qui effectivement sont lancés simultanément, et tout ça fait suite à des discussions qu'on a eues avec la filière pour s'assurer qu'évidemment on aurait des réponses et qu'on n'aurait pas de nouveaux appels d'offres infructueux. On est extrêmement vigilant là-dessus, pas uniquement sur l'offshore, puisque tout ça est en fait la base de la réussite de la PPE3. Si on a des appels d'offres infructueux, on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'est fixés dans la PPE3. Donc on est bien sûr extrêmement vigilant à ça. Merci. On continue avec Jean-Jacques Michaud. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai deux questions. La première sur les réseaux, parce que qui dit multiplier les usages dit multiplier la production et donc les transports. Et quand on avait fait notre rapport il y a 2 ou 3 ans sur d'autres questions, on s'était aperçu que les investissements dans les réseaux devaient être massifs. Et donc, est-ce que RTE et Enedis seront bien au rendez-vous pour accompagner cette question-là? Et la deuxième question, c'est lié à la ruralité et aux zones peu denses. Est-ce que on a parlé des aides spécifiques par métier, mais peut-être qu'il faudrait aussi voir par territoire, des territoires qui sont extrêmement dépendants à la voiture individuelle, et ensuite aux collectivités et eux qui investissent dans les renforcements de réseaux. Avez-vous prévu des aides spécifiques? Merci. Merci Jean-Jacques. Annick Jacquemet. Merci Présidente. Madame la Ministre, moi je voudrais vous sensibiliser de façon très appuyée sur les auxiliaires de vie. Alors je sais que mon collègue Yannick Jadot en a déjà parlé.
et je sais qu'elles sont prises en compte dans les Français à revenus modestes avec les chèques de 150 € pour les 3 mois à venir. Mais je voulais insister sur l'aide indispensable qu'elles amènent à nos personnes âgées. Dans le département du Doubs, ça fait des années, des dizaines d'années, qu'on a orienté nos politiques vers le maintien à domicile pour retarder le plus possible l'entrée dans les EHPAD. Donc toute notre politique de soutien des personnes âgées s'est construite autour de ce maintien à domicile. À part les 3 grandes agglomérations dans le département du Doubs que sont Besançon, Montbéliard et Pontarlier, c'est que des communes de petite taille du milieu rural. Donc si nos auxiliaires, en plus on était dans les premiers départements à signer des CEPOM avec les structures d'aide à domicile. Donc si les auxiliaires de vie sont empêchés d'exercer leur métier à cause des prix de carburant trop élevés, c'est toute notre politique de soutien d'aide aux personnes âgées qui s'effondre. Donc je voulais vraiment vous sensibiliser sur ce thème-là. Et puis j'ai quand même une petite question pour vous. On a bien entendu que les budgets devaient être équilibrés, qu'il y a 6 milliards là qui vont être alloués aux aides pour le carburant. Il y a 2 milliards qui doivent être économisés sur le budget de la Sécu et 4 milliards sur le budget, j'allais dire, général. Est-ce que vous pouvez nous préciser sur quelles lignes vont être faites ces économies ? Merci. Merci. Et a priori, dernière question, celle d'Henri Cabanel. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur les éventuels métiers de compétences concernant donc le projet ambitieux sur le nucléaire. En 2016, la Commission des affaires économiques à l'époque avait visité une grande entreprise, Areva, à Chalon-sur-Saône, et en étant sur site, le directeur de l'usine nous avait effectivement mis en avant les craintes qu'il avait sur donc des compétences, notamment au niveau des chaudronniers qui soudent donc les réacteurs, et qui disait que effectivement la politique de formation en France n'était pas suffisante pour former suffisamment de chaudronniers. Nous avons connu en 2022-2023 les problématiques de corrosion sous contrainte, et apparemment nous avons connu le même problème qui nous a amené à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir donc pallier à ces difficultés. Concernant le programme ambitieux que nous avons sur le nucléaire, est-ce que vous pouvez nous assurer que nous avons suffisamment de compétences pour pouvoir se débrouiller tout seul ? Voilà, c'est la série finale de ces questions, Madame la Ministre. Bien, je commence par la question sur les réseaux qui nécessitera indéniablement des investissements extrêmement importants. Je voudrais commencer par dire que ces investissements, contrairement à ce qu'on a pu entendre, ne sont pas liés au développement des énergies renouvelables. Et donc on a beaucoup entendu, je le dis ici, le Rassemblement national dire que les énergies renouvelables étaient à l'origine de 200 milliards d'investissements sur les réseaux. Il y aura 200 milliards d'investissements sur les réseaux à réaliser dans les 20 ans à venir. Ce n'est pas lié au développement des énergies renouvelables, c'est lié au renouvellement de ces réseaux, c'est lié à l'adaptation au changement climatique. Et donc, c'est des investissements que nous allons de toute façon devoir les réaliser. Les énergies renouvelables n'y sont pour rien et elles apportent par ailleurs au système électrique, à notre décarbonation et au pouvoir d'achat des Français. Sur la question des aides à domicile, voilà, c'était une interpellation plus qu'une question, et je rejoins évidemment chacun de vos mots. Une partie de ces aides à domicile entre évidemment dans le dispositif de soutien qu'on a mis en place avec le Premier ministre, entre dans le dispositif de chèque énergie qui a été versé courant du mois d'avril. Et vous avez parfaitement raison d'alerter le gouvernement sur la nécessité d'avoir pour ces professions-là une vigilance toute particulière. Sur la question des territoires 100% électriques / zéro gaz qui a été posée tout à l'heure, on va, avec les pouvoirs publics et localement, définir ces différents territoires zéro gaz et les accompagner dans cette sortie du gaz. Il y a toute une ingénierie à mettre en place derrière. Comment est-ce qu'on traite
la question des réseaux, comment est-ce qu'on accompagne financièrement ces territoires à sortir progressivement du gaz. C'est important de le faire de façon ciblée et donc c'est ce qu'on va mettre en place dans les mois à venir. Sur la question des économies et du économie / coût de la guerre en Iran, chiffré à 6 milliards d'euros, c'est donc les gels annoncés par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, David Amiel. La répartition précise n'est pas actée à ce stade. Ce que je peux vous dire, c'est que 4 milliards d'euros devront être trouvés sur le budget des ministères, sur le budget de l'État, et 2 milliards d'euros sur le budget de la sécurité sociale. Sur la question des compétences et du manque de chaudronniers, c'est une réalité indéniable. Alors moi j'étais à Saint-Marcel hier avec Sébastien Martin chez Framatome et ce que je peux dire, je peux témoigner, ils ont mis en place une entité de formation interne qu'on a pu visiter, donc avec des formateurs, avec des jeunes, avec des personnes issues de reconversion professionnelle qui viennent, qui apprennent le métier, qui développent ces compétences et qui ensuite sont intégrés dans l'entreprise avec un projet qui est celui du renouvellement du parc nucléaire qui fait beaucoup de sens. Donc il y a malgré tout, je trouve, de réelles avancées sur cette question. Et sur la question de la corrosion sous contrainte, c'est vrai qu'on a fait appel à des chaudronniers étrangers, mais parce qu'on était face quand même à une situation qui était tout à fait exceptionnelle, près de la moitié du parc à l'arrêt du fait de ces corrosions sous contrainte, en pleine crise énergétique accessoirement, et donc avec cette nécessité de redémarrer le plus rapidement possible, qu'on est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, besoin de faire appel à des compétences extérieures, moi, ça me semble en partie compréhensible. Ce qu'il faut, c'est que on arrive petit à petit à remonter en compétences et à faire en sorte que, en temps d'exploitation normale, ce qui n'est pas encore complètement le cas, et pour construire les futurs chantiers EPR2, ce qui est donc de l'ordre du planifiable, là, on est suffisamment de main d'œuvre. Merci. Plus de questions ? Eh bien, je vous remercie, Madame la Ministre. Nous avons tenu un timing qui... Oui, Daniel, pardon. Oui, peut-être rapidement. On arrive... Non, mais elle est simple, parce qu'on parle du futur. Comment vous gérez le passé ? À savoir, on a un certain nombre de contrats biogaz qui vont arriver à échéance, de certains contrats photovoltaïques qui vont arriver à échéance, puisque c'est le cycle. Le biogaz, est-ce qu'on repart vers une injection ou l'obligation, parce que la plupart des premières installations biogaz, c'était converti en élec, où on faisait tourner des moteurs avec le gaz. Donc c'est des vraies questions qui arrivent pour certaines exploitations ou certaines installations dès 2027. Merci Madame la Présidente. Merci pour cette dernière question. Sur le biogaz électrique, on les encourage à passer à passer au biométhane. Voilà. Je ne sais pas si ça vous répond à votre question. À l'injection de biométhane dans le réseau. Qu'on puisse le faire. Parce que la plupart des installations n'ont pas de réseau à proximité pour les premières installations de méthanisation. Donc c'est un vrai sujet. Voilà. Oui. Mais on regarde des solutions alternatives pour ces cas-là. Bon, c'est tout. Voilà. Donc merci Madame la Ministre. Je pense que c'est des sujets sur lesquels on aura l'occasion et l'opportunité de revenir. Et puis, parce qu'on a bien compris que la crise énergétique n'était malheureusement pas derrière nous et que donc, compte tenu du contexte géopolitique, nous allons devoir continuer à suivre ces sujets avec la plus grande attention. Vous pouvez être assuré qu'ici, au sein de la Commission des affaires économiques, avec les spécialistes qui sont présents dans cette commission, voilà, on continuera à travailler sur ces sujets. Merci à vous. Bonne fin de journée. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences
que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.